Ah, mais je commence par Véronique, alors t'as qu'à première. En fait, Véronique Tracy, on ne se connaît pas encore, pour tout vous Ouais. dire. C'est euh, Marie Chlossia avec qui je travaille, qui est à la fois gériatre, algologue, chef de service, en fait, qui en fait m'a parlé de Véronique en me disant, mais Non. il y a quelqu'un qui, au DU d'hypnose de Bordeaux, a fait un très très bon travail, un très bon mémoire autour précisément du consentement chez une population de patients atteints de troubles cognitifs, puisque Véronique Trossier est médecin gériatre. Et donc je l'ai contactée et elle a accepté d'être présente parmi nous. Donc merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent et donc d'une certaine façon de nous faire confiance puisqu'on n'avait pas de lien préalable et de prolonger aussi le travail que vous avez entamé avec donc votre mémoire de UDU en lien évidemment très direct avec votre pratique. Et donc, Yves Alphon, je te laisse présenter Pascal. Je le vois pas sur mon Ah, écran. s'il est là, il est même dans un rayon de lumière. Je vais l'appeler maître aussi, Ah là, puisqu'il a là, été je l'un le de mes vois. enseignants il y a maintenant quelques années, on va pas dire combien, mais Yves a été l'un de mes maîtres en fait en hypnose. C'est une des personnes qui m'a appris l'hypnose, et là, il apparaît avec une sorte de rayon bleu. Donc voilà, comme une C'est vrai. apparition. Ouais. Ça fait très plaisir Euh, de le revoir. alors, Yves Alphon va donc être avec nous pour nous parler d'hypnose. Je l'ai rencontré, Yves Alphon, à Caen, en allant faire un séminaire sur les addictions. On a pu discuter, et en particulier, on avait parlé de la place que nous avions en tant que thérapeutes parfois expérimentés pour encadrer les jeunes qui arrivent, et ce qui, à mon avis, réglerait beaucoup de difficultés qui sont toujours de mise en disant est-ce que quelqu'un est apte ou pas à pratiquer l'hypnose. Donc tout à l'heure, David a évoqué la légitimité. Je dirais que la plus belle légitimité, c'est pouvoir partager une expérience, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas très loin du consentement. Voilà ce que j'ai envie de dire sur Rival Faux. Voilà. Pascal et Antoine, ben, nous avons besoin de votre consentement dans l'agencement de cette rencontre. D'accord, nous vous promettons que vous pourriez intervenir au cours de notre heure d'échange. Nous te Euh, remercions pour ta générosité. euh, nous avons décidé de travailler un petit peu comme ça avec Véronique. Je suis heureux d'avoir rencontré Véronique au téléphone et parce qu'on a échangé et c'était très, très intéressant puisque moi, je travaille en maternité et Véronique, avec ces patients si difficiles sur un plan cognitif. Et on s'était rendu compte qu'en fin de compte, on parlait à peu près de la même chose. Comment effectivement l'hypnose renvoie aux premières relations, par exemple mère-enfant, où c'est les perceptions, c'est les émotions qui sont les plus importantes que le raisonnement. Et je trouve qu'on va le voir, et j'ai laissé parler Véronique en lui posant la première question, que en fin de compte, le consentement fait la part belle au raisonnement et à la logique. C'est bien dommage parce que c'est sur autre chose que se joue la prise en charge de nos patients. Alors, Véronique, Oui. je te pose la première question. C'est la même façon dont nos collègues posent la question. Comment envisages-tu le consentement dans ta pratique? Alors, c'est vrai que moi, je travaille en psychogériatrie, surtout sur un UCC où il y a des patients qui arrivent très agités. Et pour moi, le consentement, comme il est défini et qu'il a été défini au cours de cette journée, en fait, n'est pas du tout possible à recueillir, vu les états d'agitation où ils arrivent et ils sont plus, même parfois dans un refus de soins, un refus d'accompagnement. Ils sont anosognosiques de leurs difficultés et donc ils ne savent pas du tout pourquoi ils sont là et ils peuvent être très agités. Alors, je parlais ce matin justement de... vous m'entendez bien? Très bien. Oui, voilà, je parlais ce matin justement de cas cliniques parce que je voulais un petit peu faire imager un petit peu mes propos. Je disais à Yves ce matin, j'avais une patiente qui est arrivée, une dame de plus de 90 ans qui avait été vue qui était toujours accompagnée de sa fille, qui vivait avec sa fille,
qui ne dormait plus, qui était très agité, qui passait par la fenêtre à plus de 90 ans, hein, donc qui est arrivé dans le service très agité aussi. Et en fait, bon, heureusement, il faisait beau ce jour-là, on a un parc, et donc j'ai été déambuler avec elle. Alors ça a duré plus de 2 heures, hein, de cris, d'agitation. Et moi, en fait, c'est vrai que impossibilité de recueillir quoi que ce soit comme consentement, très délirante. Et la patiente, la seule chose, en fait, j'ai utilisé le miroir, c'est-à-dire que je me suis mise aussi à crier avec elle. Elle demandait les gendarmes, forcément, puisque j'étais le monstre, hein, qui allait l'attaquer. Elle ne comprenait pas du tout qu'est-ce que je voulais faire avec elle. Elle refusait que je la touche. Elle allait tomber, elle est tombée. Donc c'était forcément moi qui la faisais tomber, quoi. C'était très très difficile. Et au fur et à mesure, bien sûr, en utilisant des mots. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup de mots positifs. J'utilise pas le ne pas, quoi. Je mélange un peu les techniques hypnotiques et les techniques de langage très positif. Je saupoudre, je répète des mots de réassurance. J'essaye de créer un lieu de sécurité, tout en étant parfois complètement en miroir avec la personne qui peut être très en difficulté. Et au fur et à mesure, elle a accepté de revenir dans la structure. Et au fur et à mesure, on a dû quand même la mettre dans la chambre. Cette dame a continué à crier, elle est tombée, on est intervenu. Et là, il fallait vraiment prendre soin d'elle et la toucher parce qu'elle était en sang et tout ça. Et donc, au fur et à mesure, là, j'ai utilisé quand même des métaphores de la mère qui prend en soin son enfant. Et au fur et à mesure, elle a accepté que je la touche et tout ça. Et au fur et à mesure, on y est arrivé. Et elle a pu, après, en fait, être apaisée, pouvoir prendre son repas, dormir, accepter qu'on la couche, accepter de dormir. Et je disais, mais en fait, elle s'est jamais réveillée, cette dame. Alors, probablement que son angoisse était une angoisse de mort et que ses états délirants étaient, voilà. Mais c'est vrai que moi, le consentement, c'est très difficile. Je rejoins certaines personnes qui ont parlé de plus de relations, de confiance, créer une relation, en fait, une relation humaine. C'est plus ça mon mode d'exercice, c'est essayer de créer un lieu de confiance, tout en parfois abordant la personne qui va forcément donne l'impression d'un refus de soins, hein, mais sans vraiment forcer. C'est une relation humaine que je crée, une relation de confiance, et au fur et à mesure, cette dame la dame ou le monsieur va créer, il va accepter de rentrer dans cette relation de confiance. Et au fur et à mesure, j'ai plein de cas comme ça où la personne, au fur et à mesure, elle va finir par s'apaiser. Mon objectif de soin est obtenu. Parce qu'on parlait tout à l'heure aussi que parfois c'était les patients qui avaient un objectif. Moi, en fait, les patients que j'ai n'ont aucun objectif autre, probablement de façon inconsciente, d'avoir un objectif de soulagement. Et c'est vrai que dans cette idée de consentement, moi, dans mon mémoire, j'avais marqué aussi que c'est pas parce qu'une personne ne peut pas donner son consentement aux soins qu'elle est pour autant non consentante, du moins non consentante à son soulagement. Donc c'est vrai, c'est plus dans ce cadre de là. Et dans ces situations urgentes, on a aussi parlé du code éthique, du code santé publique, mais il faut pas oublier aussi que il appartient au médecin d'apprécier la nécessité aussi des actes prévus et d'en entreprendre le cas échéant la réalisation s'il y a une situation urgente. Donc c'est vrai que ce consentement, moi j'utilise plutôt pour les gens qui ont des troubles neurocognitifs très avancés, plutôt le cadre d'assentiment, le mot d'assentiment ou le mot de relation de confiance. Je trouve pas que le mot de consentement strictement éclairé, comme on a pu parler, est très adapté à certaines populations, en particulier ceux qui ont des troubles neurocognitifs très avancés, parce que ils ont hélas
pas la possibilité de donner leur avis éclairé. Après, c'est vrai que j'ai aussi d'autres exercices de temps en temps. Là, si vraiment c'est pour des douleurs chroniques ou pour des troubles du comportement qui sont chroniques, des refus, quoi, des toilettes difficiles, bah là, on peut toujours s'appuyer sur le trinôme, hein, qui est le soignant, la personne de confiance, le malade de ce qu'on peut voir, et à ce moment-là, voir en réunion pluridisciplinaire et tout ça, et travailler justement sur ce consentement d'une autre manière, hein, justement en se basant sur ce trinôme. Et donc moi, voilà, c'est plus par ces deux manières, soit par leur relation humaine et cette forcément possibilité et cette acceptation de vouloir être mieux, être dans un lieu de sécurité, parce qu'on peut pas refuser d'aller mieux, quoi, selon moi, ou alors s'appuyer sur un trinôme qui va faire que je vais, voilà, j'exerce plus comme ça que dans le vrai consentement éclairé, demandé. Ça, ce n'est pas possible, en tout cas dans ma pratique. Voilà. Donc, je sais pas, Yves, toi, en tout cas, dans ta pratique, je sais que toi, tu as exercé au niveau des patients en maternité ou des situations urgentes avec des enfants et tout ça. Toi, par contre, comment est-ce que tu mets en place leur accord aux méthodes comment est-ce que tu utilises, toi, la possibilité de consentement comment fais-tu? Alors, c'est bien le soleil qui Ouais. me cache, m'éclaire une partie du visage et l'autre est dans l'obscurité. C'est un Janus en quelque sorte. Mais c'est important parce que je trouve, on l'a entendu depuis ce matin, que demander le consentement au patient, c'est vraiment vouloir le placer dans une position raisonnable, une position où il peut comprendre tout ce qu'on fait avec lui, alors que, comme beaucoup l'ont dit depuis ce matin, il y a une part d'influence. Le côté un petit peu obscur de mon visage serait ma part d'influence que je connais. C'est-à-dire à partir du moment où je rencontre un patient, il y a quelque chose de moi qui va se jouer dans cette rencontre avec le patient, même si je vais lui expliquer les différentes techniques que je peux utiliser. J'ai travaillé dans trois domaines la maternité où effectivement je rencontrais les femmes autour de leur désir de grossesse, autour de leur désir de non-grossesse, l'IVG par exemple, autour de leur difficulté à vivre la grossesse et, et leur rapport à leur corps. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'ai travaillé aussi au centre de traitement de la douleur du CHU où on a créé en 85. C'est vrai que c'est déjà très vieux. En 1985, la première consultation d'hypnose. En fin de compte, j'ai fait du libéral. Je peux parler du consentement peut-être que dans les approches où je faisais de l'hypnorelaxation, ou ce qu'on appelle l'hypnose formelle, si vous voulez, ou par exemple au centre de traitement de la douleur, on avait une forme de protocole. On apprenait aux patients à gérer leur douleur. Et effectivement, on leur expliquait les différents outils qu'on allait utiliser, qu'on allait leur apprendre euh, euh, pour gérer leur quotidien. C'était vrai aussi à la maternité où j'étais responsable d'une formation à l'hypnose où on disait, on apprenait aux femmes à gérer la puissance de la contraction utérine pour amener l'enfant dans les bras. Soit ça pouvait être suffisant, soit c'était en attendant une aide peut-être encore plus efficace, qui est la péridurale. Mais voilà, c'est une explication que je leur donnais et elle venait pour cette préparation à la naissance où ils venaient et elles venaient pour apprendre à gérer une douleur chronique. Mais l'hypnose, je l'utilisais aussi autrement, c'est-à-dire notamment dans ce qu'on appelle les inductions instantanées. C'est-à-dire, au départ, par exemple, en maternité, on pouvait m'appeler en salle de naissance ou au bloc opératoire.
lorsqu'une personne était anxieuse, lorsqu'une personne criait, lorsqu'une personne pleurait, pour dire Yves, avant qu'on fasse quelque chose, peut-être avec une médication ou que parce qu'elle est tellement agitée qu'on va la pousser vers le bloc opératoire pour une césarienne sous anesthésie générale ou sous rachianesthésie, est-ce que tu n'as pas quelque chose à leur proposer très rapidement? Donc c'est vrai que en fin de compte, et dans les formations que je peux avoir dans les hôpitaux, notamment avec les gens du SAMU ou des urgences, de me rendre compte qu'il y a plusieurs formes de pratiques de l'hypnose. En hypnose formalisée, c'est-à-dire l'hypnose qu'on appelle formelle, etc., où c'est un projet discuté avec le patient, où je suis un enseignant, mais en instantané hypnotique, je suis un secouriste. C'est-à-dire que je ne vais pas demander à la personne de dire, écoutez, j'ai des outils comme l'hypnose ou d'autres approches qui vont vous aider de passer des pleurs à beaucoup plus de confort, à beaucoup plus de tranquillité. Je ne vais pas leur dire ça. Il faut qu'immédiatement, je puisse partir de leurs pleurs et mes collègues sages-femmes ou mes collègues infirmières et médecins qui puissent partir de leur pleurs, de leur agitation, pour immédiatement, dans l'instant, c'est-à-dire dans la minute, leur proposer du confort, de la tranquillité. Et ça, on ne parlera jamais d'hypnose. Et pourtant, ce sont des techniques hypnotiques pour amener de la dissociation très rapidement et avoir un effet effectivement analgésique aussi bien au niveau des sensations que des émotions. Et, et parce que je suis psychologue, beaucoup de mes patients qui viennent me voir me considèrent plutôt aussi comme un psychologue. Et je considère que, par exemple, là encore, je ne parle pas d'hypnose, et pourtant l'entretien clinique, et je pense que mes collègues sont tout à fait d'accord, un entretien clinique, c'est pas simplement recueillir des informations, aussi bien sur leur traumatisme que sur des choses beaucoup plus agréables, comme une information sur un premier apprentissage réussi, par exemple. Mais donc, on sait qu'on les met en transe hypnotique. Erickson le disait. Erickson, à la fin de sa carrière, ou quand il était en libéral, nous dit que, en fin de compte, on n'a pas besoin d'hypnose formelle. Une conversation est suffisante pour que la personne soit dans un état proche de la transe hypnotique. Et il n'y a pas qu'Erickson, il y a Melchior, qu'un grand nombre d'entre nous ont connu, dans, euh, le dit aussi. C'est-à-dire à partir du moment où on interroge quelqu'un sur un événement de vie, il est obligé de s'intérioriser, d'oublier le cadre où on l'interroge pour pouvoir nous restituer le souvenir. Et, et par exemple, c'est comme ça que j'ai pu ouvrir des fenêtres hypnotiques. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple de comment, effectivement, dans la rencontre, on peut créer un espace hypnotique sans que le patient sache que c'est de l'hypnose. C'est un homme qui vient de devenir papa. Le gamin a 2 jours de naissance. Il arrive brutalement dans mon bureau, c'est-à-dire brutalement, c'est-à-dire il ne frappe pas, il ouvre la porte à la volée et il me dit, c'est vous le psychologue. Là, quand il vient comme ça, je me suis dit, peut-être que j'ai dit des conneries à sa femme. Et je lui demande de s'asseoir et il me dit, je m'en veux, je suis en colère contre moi parce que je fais semblant d'aimer mon fils devant ma femme. Je fais semblant, je sens rien dans mon corps. Je m'en veux, faites quelque chose. J'étais debout avec lui, puisqu'il s'était mis debout, j'étais debout avec lui, on s'assoit tous les deux, et je lui demande, bah, racontez-moi un petit peu votre histoire d'enfant, etc., d'ado. Et il me raconte effectivement une histoire dramatique, vraiment dramatique, où cet homme, cet enfant, était maltraité par son père. Tous les soirs, il avait le droit, c'était un fermier, le père, tous les soirs, quand le père rentrait du travail, le fait de respirer, il avait le droit à des coups de ceinturon. Il avait des frères aînés, petits, mais plus grands que lui, imitaient son père sur ce gamin-là. Une maman, une maman va
on pourrait dire un peu faible, par excitation, c'est-à-dire elle n'arrêtait pas la violence de cet homme. La famille, il n'y avait rien, rien. Personne n'aidait cet enfant. Et on se dit, quand on travaille sur les figures réconfortantes du passé, mais comment je vais aider cet homme à pouvoir aimer son môme si j'ai même pas dans son passé un instant de rencontre avec un humain ou... Et c'est à ce moment-là où il me dit, vous savez, mon père, il était si méchant avec moi que l'hiver, il me mettait à dormir dans le chenil avec la chienne de chasse. Et là, on se dit, ça y est, ça y est, ça y est, je sais comment je vais m'y prendre. Parce que, vous le savez très bien, un animal familier, quand il est proche de vous, qu'est-ce qu'il fait? Il vous lèche les cheveux. Là, par exemple, cet homme, il se blottissait contre le corps de la chienne pour se réchauffer l'hiver. Donc, j'avais tout pour pouvoir proposer quelque chose à ce patient. Et à ce patient qui vient de me raconter ça, je lui dis, mais écoutez, écoutez, attendez, moi je vais devenir le conteur de la véritable histoire de la tendresse chez vous. Êtes-vous d'accord? Il me dit, bah, oui, fermez les yeux et je vous raconte. Et je vous raconte comme un conte de fées, c'est-à-dire je vais lui parler effectivement de la violence qu'il a subie de la part des êtres humains, qu'il n'y avait aucune personne qui pouvait aider ce jeune garçon. Heureusement, il y avait la chienne. Et ces chiennes, cet animal, c'est cet animal qui vous a montré comment vous devez vous occuper de votre petit garçon. La chaleur de son corps, le léchage. Et là, toujours, je mets toujours un petit peu d'amour, il a les yeux d'humour, et d'amour peut-être, d'humour, et il a les yeux fermés. Oh, non, non, je ne vais pas vous demander de lécher votre enfant, mais vous allez effectivement le caresser, caresser son cou, son visage. Il va se blottir contre vous. C'est ça, devenir père et aimer son enfant. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire retirez-vous, etc. Il a ouvert les yeux, il s'est remis debout, il est sorti de mon bureau en claquant la porte et il est parti dans la chambre euh, rencontrer son enfant, enfin. Et ce qui était intéressant, c'est que une demi-heure plus tard, je vais frapper à la porte et cet homme bouchoutait son enfant et il me fait un clin d'œil. Oui, ça va. Et on a la chance, nous, en obstétrique, c'est que l'obstétricien ou la sage-femme rencontre la femme en post-natal pour parler de son accouchement, pour parler des premières relations avec l'enfant. Et cette femme pouvait nous dire que véritablement, le père était bien attaché à son enfant sur le plan émotionnel. C'est ça un petit peu pour moi l'entretien clinique que je peux avoir avec mes patients, que ce soit en maternité ou que ce soit dans ma pratique libérale, c'est voilà, vous me donnez des éléments, on échange. Et j'ai bien aimé ce matin, l'un d'entre nous a dit l'hypnose conversationnelle, non, c'est pas ça, c'est de la conversation hypnotique. Et oui, nous les psychologues et mes collègues psychiatres, et mes collègues médecins, sages-femmes et infirmières, à partir du moment où on est dans une rencontre, à partir du moment où on échange pas des chiffres, où on échange du ressenti, de l'émotionnel, forcément, quand la personne se raconte, elle est dans une transe hypnotique, elle est dans ce que Erickson appelait une intériorisation. Alors après, c'est à de savoir si on l'utilise une aide psychologique ou si on laisse faire. Alors pour moi, effectivement, parler un petit peu comme Patrick Bellet le disait, nous, on n'a jamais connu le terme de ah bah si, je vais vous parler d'une grosse faute que j'ai pu faire dans les années 90. Là aussi, le consentement. Le consentement, c'est vrai que je dirais presque que c'est quand je proposais des apprentissages en utilisant l'hypnose, notamment la douleur aiguë, pour montrer que quand même, comme certains disaient, bon, le rôle de l'éthique, c'est quand même notre garde-fou à nous, l'éthique, la déontologie. Et c'est un patient un médecin que j'aimais beaucoup, hein, qui dirigeait un service de médecine fonctionnelle
elle m'envoie un patient paraplégique avec des douleurs neuropathiques et il accepte de venir me rencontrer et on se présente. Comment? Non, oui, d'accord. Essayons. Il était sûr que ça n'allait pas marcher. Effectivement, j'essaie toutes les approches que j'avais pu apprendre, que j'apprends à mes élèves, gnan, 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 et rien ne marche. J'aurais dû vraiment prendre une position basse en disant, bah oui, rien, on va arrêter là, c'est pas la peine de continuer. Il y a sûrement d'autres approches pour vous aider à gérer les douleurs neuropathiques. Vous verrez cela avec votre médecin. Connement, je veux dire, et je suis grossier, connement. J'ai dit, mais alors, il me dit, je vous écoutez pas. J'ai dit, mais alors, si vous m'écoutez pas, vous écoutez qui, quoi, qu'est-ce? Il me dit, oh, j'entendais les bruits, je me concentrais sur les bruits du marteau-piqueur. Il faisait des travaux au CHU. Et la voix de, de votre collègue à côté. Vous savez très bien, quand on a un savoir de l'hypnose, il m'avait tout donné pour pouvoir aller dans une transe hypnotique. Et bêtement, je lui ai dit, bah, fermez les yeux et concentrez-vous encore plus sur les bruits du marteau-piqueur. Concentrez-vous encore plus sur la voix. Et moi, je dire quelques mots comme ça, mais surtout, vous voyez le côté pervers de l'individu. Et surtout, ne m'écoutez pas. Évidemment, il a eu une transe très profonde. Évidemment, je l'ai fait revenir et dans ses yeux, il y avait l'effroi. Parce que c'était la deuxième fois qu'il perdait le contrôle de lui, de lui-même. La première fois, un accident de moto. Et c'est pour ça qu'il était paraplégique. La deuxième fois, avec moi. Quand il est revenu, il n'a pas voulu discuter avec moi. Il est reparti. Il n'en a pas parlé dans le service. C'est mes échanges avec ma collègue médecin qui l'a su, etc. Mais ensuite, il était en grande difficulté pour toutes les autres approches non médicalisées qu'on pouvait lui proposer pour l'aider. Ça a mis des mois avant qu'il accepte d'autres approches. Là, je peux dire qu'effectivement, si on considère que on parle de consentement, là, il y avait un non-consentement dès le départ et que j'ai mal perçu et j'étais sur un registre d'opposition et que de toute façon, ayant un savoir plus grand que mon patient, il était certain que j'allais le mener là où je l'ai mené. Mais à quel prix pour lui? Et c'est pour ça que, en fin de compte, autant dans l'hypnose, dans l'entretien clinique, ça vient d'éléments positifs que la patiente, j'en parlerai tout à l'heure peut-être sur un cas clinique, sur une personne violée, de la patiente qui nous donne quelque chose et qu'on lui redonne comme de la bonne nourriture, autant par exemple effectivement pour de l'hypnose très formalisée, etc., où on a un projet où le patient doit être le co-thérapeute, c'est vrai qu'on a besoin sûrement d'un consentement éclairé, mais malgré tout, il y a quand même dans la relation quelque chose que de toute façon le patient ne connaît pas et peut-être nous-mêmes ne connaissons pas encore avant que le pas de deux, le pas de danse puisse s'installer. Voilà. Moi, je regarde très bien le mot qu'a prononcé Véronique tout à l'heure d'assentiment. Et je trouve que ce qui vous Oui, réunit avant de passer la parole à Pascal, je sais que je trouve que effectivement le terme de consentement est visiblement pas très adapté à la pratique ni de l'un ni de l'autre. Celui de l'assentiment l'est sans doute un peu oui, plus. Et je trouve que dans vos deux approches, il y a beaucoup de délicatesse en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une marque aussi qui sans doute accompagne précisément cet assentiment comme quelque chose qui se tisse au fur et à mesure, sans cette dimension peut-être perçue parfois comme étant un peu trop brutale ou un peu trop protocolaire, protocolisée du consentement. Mais je trouve qu'il y a de la délicatesse dans ce que vous tissez, parce que votre clinique, celle que vous nous racontez en tout cas, vous amène effectivement à aller vers cet assentiment sans penser forcément au consentement. Je crois que Pascal voulait aussi reprendre des Oui, choses. c'est intéressant parce que ça nous montre, avec ce que nous raconte aujourd'hui Véronique, le côté qui est complètement spécifique de chacun de nos patients. Et ça nous ramène dans la notion des patients qui sont en difficulté pour donner leur avis.
quand on a échangé avec le juge, on a parlé de la fonction de tuteur. Le tuteur n'est pas fait pour donner un avis médical. Il est fait pour protéger le financement d'une personne. Et donc, se pose la question, qui va donner un avis, qui peut accompagner? Dans nos patients qui vont très bien, on peut voir un couple qui vient, des deux dit oui, ça serait bien de faire de l'hypnose, et puis l'autre personne va dire bah non, non, tu sais très bien, tu sais qu'il s'est passé des choses, donc ils vont discuter entre eux. Donc il est légitime, je crois, qu'on laisse des patients discuter entre eux et qu'on puisse les éclairer. Mais finalement, derrière le mot consentement, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a le mot responsabilité, dont on a parlé avec Antoine? On s'est rendu compte que ce mot n'a pas été évoqué depuis ce matin, et il est dedans. Parce que quand Marc Galli nous a parlé de signer un papier pour être autorisé à être endormi, etc., qu'est-ce qu'on fait? On autorise quelqu'un à pratiquer sa science, même si on sait qu'il peut y avoir quelque chose qui tourne mal. Et donc, il y a une notion derrière de préjudice, donc de responsabilité. Et dans le consentement d'une personne à venir partager sa souffrance, comme nous l'a dit Julien ce matin, Julien Petzbès, comment peut-on aborder soi-même sa difficulté alors qu'on est dedans? On n'est pas en mesure de la parler, donc on n'est pas en mesure de parler de consentement. Donc c'est pour ça qu'au fil de ces binômes, on s'est bien rendu compte que le consentement éclairé ne veut plus dire grand-chose dans la plupart des cas qu'on a évoqués. Et donc, évidemment, il faut peut-être le parler autrement. Mais pourtant, l'un comme l'autre, vous avez tenu compte de quelque chose. Vous avez laissé les patients s'installer dans quelque chose. On a entendu un travail qui s'était fait, qui ne s'appelle pas le consentement. Donc, effectivement, peut-être l'assentiment d'une personne, peut-être aussi son comportement, en fait, qui a parlé, le comportement de cette personne. Euh, voilà, je me rappelle d'un travail que j'avais monté avec une équipe hospitalière. C'était à Outreau, et c'était pour permettre aux aides-soignants de faire des soins à des patients profondément déments et qui peuvent être violents. Ces personnes dans la violence ne vont pas signer un papier pour dire oui, j'accepte. Donc on était parti d'une idée toute simple. J'avais proposé de commencer à dire aux soignants, mettez-vous, vous, en hypnose. C'est vous qui allez être dans une approche très différente et le patient va en profiter. Et donc finalement, on voit bien que le consentement, c'était le consentement d'une équipe médicale en premier, parce que c'était la première avec qui on pouvait interagir. Tous les deux, est-ce que vous avez une expérience à nous citer ou un exercice à nous montrer où on peut se rendre compte bien, qu'on amène l'autre à s'apaiser sans forcément être trop intrusif, sans forcément forcer quelque chose? Ou est-ce que vous préférez nous reparler de quelque chose? Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée de discussion peut-être partagée avec une équipe soignante sur le fait de savoir si on peut effectivement s'autoriser à faire voilà, un éclairage un peu de l'équipe médicale elle-même qui peut se positionner dans le consentement? Moi, tout à l'heure, je parlais justement du trinôme, puisque justement pour le mémoire avec Mme Flossia, j'avais fait sur 2 cas cliniques une personne qui était dans la capacité d'avoir une hypnose, des séances plus formelles, avec voilà une capacité de comprendre les choses, et puis une autre pour des troubles, donc une maladie, une angiopathie amyloïde avec une démence, quoi, on dit plus démence maintenant, un trouble neurocognitif majeur à un stade très sévère, avec des troubles au niveau de la toilette, des troubles du comportement, des cris. Donc pour cette dame, c'est vrai que j'avais pris le temps, bon, l'observation avait montré des douleurs, mais également après j'avais pris le temps de demander, d'expliquer à l'équipe soignante ce que je proposais de faire. On en avait discuté, on l'avait tracé dans le dossier. J'avais demandé à sa fille aussi l'autorisation puisque sa fille était tutrice. Et pour moi aussi, cette femme, je connaissais bien son histoire de maladie et son histoire de vie puisque avant d'être dans cette stade très sévère, elle avait pu participer pendant 1 an à des soins avec la capacité de nous dire ce qui était important pour elle. En particulier, elle aimait beaucoup la musique de Chopin. Elle aimait beaucoup, c'était une dame qui aimait bien peindre et tout ça. Donc j'avais pu repérer un petit peu tous ces canaux préférentiels et l'acceptation en fait était évidente de par la vie qu'on avait vécue ensemble. Là, c'était du côté de l'EHPAD. Elle avait même accepté d'être filmée, prise en photo par une équipe de journalistes qui était venue pour faire un article sur les sociothérapies qu'on peut proposer et l'art-thérapie. Donc tout ça, son histoire de vie que je connaissais, son histoire médicale que je connaissais, pour moi, c'était évident qu'elle aurait dit oui.
même si elle était plus dans la capacité à ce moment-là de dire oui. J'avais l'accord aussi de la famille, donc sa fille qui était tutrice, et l'accord des soignants qui avaient validé au cours d'une réunion qu'ils étaient d'accord aussi sur cette technique. Et donc, j'ai pu commencer, faire plusieurs séances, montrer aux soignants aussi la pratique, un ancrage sur la musique, hein, puisque dans les troubles neurocognitifs majeurs, on essaye de trouver un ancrage, puisque l'auto-hypnose n'est pas possible. Et en fait, on a pu réussir à repérer certaines choses, la chaleur, donc il y avait beaucoup de mots répétitifs, beaucoup de saupoudrage, et cet ancrage sur la musique de Chopin qu'elle jouait auparavant avait permis justement un apaisement mélangé aussi avec un traitement antalgique, hein, avait permis un apaisement et donc des soins pour la toilette qui avaient pu ainsi se faire non douloureux, de façon sans trouble du comportement. Et là, ça montre que là, le consentement implicite, par son histoire de vie, par aussi l'équipe, par sa fille, avait été obtenu et devenu presque un consentement, pas éclairé, mais en tout cas, c'était un consentement vraiment tracé. Alors que l'autre cas clinique que je vous ai dit tout à l'heure, c'était vraiment une situation d'urgence où, voilà, c'était vraiment, l'assentiment était venu par la fin, puisque j'avais réussi à faire que cette femme puisse s'apaiser et puis bon, s'endormir définitivement. Mais j'ai d'autres cas comme ça, une femme jeune, une maladie d'Alzheimer, une femme de 60 ans qui est arrivée aussi très déambulante, très refusant de quoi que ce soit des soins, mais en fait parce qu'elle avait été éducatrice dans sa pratique professionnelle, et elle avait toujours aimé être au service des autres, et donc j'ai compris au fur et à mesure en déambulant avec elle et tout qu'elle refusait, si vous voulez, qu'on prenne soin d'elle. Parce que tout simplement pour elle, son rôle c'était de prendre soin des autres, et donc elle n'arrivait pas à accepter qu'on puisse à son tour prendre soin d'elle. Donc c'est justement par l'observation, par la déambulation, les petits mots que j'ai réussi à récupérer qu'elle arrivait à m'exprimer, à les reprendre, comme elle aimait la campagne aussi. J'avais demandé à son mari et tout ça, bah, il faisait beau, on était de nouveau dans le parc, et donc voilà, créer un milieu de sécurité, tout ça. Au fur et à mesure, cette femme, après la séance qui a duré plus d'une heure, hein, parce que c'est vrai que contrairement à... Parfois on dit pour les personnes âgées, c'est des séances courtes parce que leur capacité de concentration est limitée, mais c'est vrai quand c'est des séances très formelles, mais quand c'est des séances d'apnès, hein, puisque en fait le terme de Mme Flossiat, c'est des techniques d'hypnose adaptées pour les personnes qui ont des troubles verbaux et tout ça, ça s'appelle plutôt de l'apnès. Eh bien, ça peut être des séances très, très, très longues, et ce qu'il faut, c'est ne jamais lâcher jusqu'à temps qu'on arrive au fur et à mesure, peut-être pas forcément de l'apaisement, mais qu'il y a une histoire naturelle dans cette relation de confiance qu'on a réussi à créer, qu'on voit que ça a le moment pour lâcher. Et puis cette femme, au fur et à mesure, bon, j'avais adapté le traitement aussi, mais très rapidement, en fait, elle a eu un apaisement de ses troubles, elle a pu s'apaiser, être dans une relation de confiance avec les soignants. Donc j'avais créé une relation de confiance au fur et à mesure, et maintenant elle est du côté de l'EHPAD, et même si elle continue à se dévaloriser, parce qu'elle peut l'exprimer encore, eh bien elle nous sourit, elle accepte qu'on la touche, elle nous embrasse. Vous voyez, on a par cette séance, et là c'était vraiment plutôt l'assentiment et pas du tout du consentement. J'en avais même pas parlé à son mari parce que je suis arrivée, et voilà, elle était vraiment mal, et je l'ai accompagnée comme ça. Eh bien, maintenant, son mari a confiance en ce qu'on fait. Elle, on voit qu'elle a confiance, elle nous sourit, voilà, et on a pu travailler comme ça. Donc, c'est vrai que, voilà, toutes ces notions de consentement, comme on disait tout à l'heure, je pense pas vraiment que le mot consentement soit vraiment un bon mot, un bon terme. L'assentiment peut-être, ou en tout cas, comme je disais ce matin, une relation humaine, hein, tout simplement une relation humaine. J'aimais bien aussi, pas, à la place de l'hypnose conversationnelle comme Yves, plutôt conversation hypnotique. Hein, je l'utilise aussi avec les soignants que j'essaye de faire de temps en temps des formations de mots positifs et tout ça, hein, parce que pour les personnes qui ont des troubles neurocognitifs majeurs, l'apaisement et les créations de lieux sécures et le langage hypnotique, même s'ils sont pas formés,
eh bien, c'est très important tout au long du séjour. Je suis persuadée que comme dans les lieux d'urgence, un langage hypnotique permet justement de rendre plus humain la relation médicale, permet d'accompagner les personnes avec une acceptation spontanée parce qu'ils se sentent en sécurité. Et forcément, cette sécurité et cette relation de confiance fait que ils vont avoir forcément confiance et donc accepter plus facilement les soins sans parce que c'est vrai que les mots ou cette domination qu'on peut avoir et tout, je pense que la position basse, hein, j'ai vu avec Mme Plosia qui intervenait aussi aux urgences de Pellegrin, elle avait essayé de former une partie de l'équipe et ils avaient tous, sans être vraiment formés, mais ils avaient un langage hypnotique, une position basse et globalement, ça crée un lieu de sécurité et les gens, même s'ils ont des troubles cognitifs, eh bien, ils sont accompagnés. Et il n'y a même plus besoin de réel consentement, c'est implicite, vous voyez, c'est une relation humaine en fait, une communication, des techniques de communication bienveillantes. Voilà ce que je voulais dire. Alors merci de la réponse. J'ai entendu le mot, à la fin, le mot implicite. Ça veut Mm, dire qu'à partir du moment où on est dans une relation humaine, mm, euh, ça voudrait dire effectivement qu'on peut entendre très souvent un consentement implicite. mm. Ça veut dire. Oui, D'accord. Merci. très bien. Merci beaucoup. Yves voulait nous parler d'une situation par rapport à un viol. Peut-être Oui, qu'on peut oui, en maintenant. notamment. Alors, il y a un exercice, on aura le temps d'en faire un petit? Ou Ou l'exercice maintenant? l'exercice. Oui, oui, l'exercice maintenant, oui, bien sûr. Mm, Mm. Ce que je vais vous proposer, c'est ce que je propose aux femmes hospitalisées qui sont sur un registre anxio-dépressif. La grossesse se passe mal, elles se culpabilisent déjà, elles doutent de leur capacité d'être mère, etc. Je leur demande et je leur explique que vous allez faire un exercice très particulier. Je vais vous demander de mettre dans votre main, après vous le ferez, c'est de mettre dans votre main les petits triomphes du quotidien. Mais les petits triomphes du quotidien, c'est pas la réussite d'un mémoire, une thèse, c'est pas l'Anna Purma. C'est, par exemple, quand on réussit pour la première fois des pâtes al dente et que nos enfants disent «Oh, papa» ou «Oh, maman, pour une fois, tu as réussi les pâtes, etc.» On ressent une joie intérieure. Donc, c'est des petits triomphes du quotidien. Ensuite, je leur demande des petits plaisirs du quotidien. Là aussi, c'est pas grand-chose, un petit plaisir du quotidien. C'est peut-être une glace à la vanille, c'est peut-être prendre une douche plus longue que d'habitude, c'est peut-être aller courir, mais les petits plaisirs du quotidien, celles qui nous donnent vraiment des petits plaisirs. La troisième chose qu'on peut mettre dans la main, c'est oh, ou un geste affectif, ou une parole affective, ou un regard affectif. Oh, ça peut être des gens qui nous sont proches, comme ça peut être des étrangers, comme ça peut être un animal, comme ça peut être un objet. Et nous, en maternité, on sait très bien que un certain nombre de femmes, c'est pas une petite minorité, viennent avec un ours, viennent avec une poupée quand ça va très très mal, etc. Et nous, au départ, on leur disait, écoutez, c'est gentil d'avoir déjà apporté l'ours et la poupée pour votre enfant. Et elle nous disait presque avec une voix d'enfant, ah non, c'est à moi, c'est à moi. Il aura autre chose ou elle aura autre chose. Vous comprenez? Et donc c'est ça, je dis à cette femme. Et une fois que vous avez ça dans la main, vous le ramenez sur votre cœur, parce que ces petits triomphes, ces petits plaisirs, ces petits gestes affectifs qu'on a pu vous faire, mais c'est vraiment à vous, c'est à vous vraiment. Et vous espérez, vous dites à votre corps, vous dites à vous-même que vous en aurez bien d'autres à vivre dans les heures, les jours et les années qui viennent. Donc c'est un exercice où on les regonfle d'estime d'elles-mêmes, mais à partir de petites choses. Parce que souvent on a l'impression que pour avoir de l'estime de soi, il faut faire des choses extraordinaires. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est simplement des petits éléments de la vie quotidienne vont bouleverser notre corps. Et c'est bien de les mettre au premier plan de la mémoire quand on doute de soi-même en se disant on a déjà ça. Vous comprenez? Alors, si vous voulez, je peux vous le proposer.
à Parfait. faire. Voilà. Donc, les yeux ouverts ou les yeux fermés, tranquillement, vraiment à votre rythme. Vous allez mettre dans la main que vous choisissez, ou que votre corps choisit, les petits plaisirs du quotidien. Vraiment les petits plaisirs. Oh, ils peuvent paraître banaux pour les autres, mais c'est vos petits plaisirs. Elles sont à vous. Que votre mémoire vous ordonne cela. Les petits plaisirs du quotidien. Et ça peut mobiliser tous nos sens, ces petits plaisirs. Ils sont à vous. Que votre mémoire vous redonne aussi les petits triomphes du quotidien. Là encore, ça peut paraître vraiment un petit triomphe banal pour les autres, ridicule. Ils peuvent même hausser les épaules. Mais vous savez combien il est important ce petit triomphe, ou ces petits triomphes. Oui, c'est bien, continuez. Peut-être me faire un petit mouvement de la tête pour me dire qu'ils sont bien dans votre main. Votre tête peut me le dire, un petit hochement de tête. D'accord. Maintenant, dans votre main, mettez un petit signe affectif, un regard, une parole, un mot, une phrase. C'est pas forcément des paroles, des phrases, des mots de vos proches. Pas forcément un regard de vos proches. Ça peut être une étrangère, un étranger. Ça peut être un animal familier. Ou même un objet de l'enfance. On sait très bien que les ours parlaient, les poupées, les chiffons, les doudous parlaient jusqu'à l'âge de 6 ans. Et ensuite, ils perdaient leurs paroles. Donc des souvenirs comme ça, de gestes, de regards, de paroles affectives. Bien dans votre main, c'est à vous, tranquillement. Et maintenant, de mettre dans votre main peut-être des endroits où vous vous sentez bien, confortable. Oh, il n'y en a pas qu'un. Des endroits depuis votre enfance, des endroits sympas. Ou lorsque vous êtes dans cet endroit, ou lorsque vous étiez, ben vous étiez bien. Voilà. Et toujours à votre rythme. Et toujours, mais quelques instants de silence pour ne pas vous gêner. Soyez bien dans ce que vous faites. Voilà. Serrez bien ça dans votre main, ramenez-le vers votre corps ou vers votre cœur, comme vous voulez, en vous disant, mais c'est à moi ça, c'est mon vécu, c'est à moi. Ils sont puissants, je vais m'en servir. Et je sais que ce sont les modèles d'expériences sensorielles, émotionnelles que j'ai envie de vivre d'autres fois, dans les jours, dans les mois, dans les années qui viennent. Voilà. J'aurai sûrement autre chose. Mais ça, oui, vous réclamez et vous en aurez. Et quand vous avez fait ce travail-là, je vais me taire encore quelques instants, restez dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez fait. Et peut-être avec un sourire de satisfaction, parce que c'est à vous. Vous revenez ici plus présente, en ouvrant les yeux, si vous aviez les yeux fermés, surtout en vous étirant. Revenir dans un état de conscience plus habituel. Voilà.
c'est bien. C'est un exercice que j'aime bien faire, Hum, c'est bien. mes patients. Puis ça me fait du bien aussi, je dis, qui est le patient de l'autre. Euh, oui, avec là aussi toujours, quand une femme vient me voir, parce que bon, elle a été maltraitée, elle a été violée, notamment quand elle se sent souillée, quand elle se sent salie, et qu'elles ont une compulsion de douche, par exemple 5, 6, 7 douches par jour, et qu'elles viennent nous voir et qu'elles disent je suis toujours sale, j'ai beau me laver, je me sens toujours sale, je me sens toujours souillée, etc. Donc elles décrivent leur détresse. Elles me disent faites quelque chose, aidez-moi. Et là, je les regarde un petit peu comme je vous dis comment j'installe une fenêtre hypnotique dans la pratique de la rencontre, dans l'entretien clinique et dans la rencontre. Je dis, Madame, je pense à quelque chose, je ne sais pas si vous allez me suivre, mais je vais vous proposer dans quelques instants euh, de vous promener. Vous allez quitter mon bureau, peut-être en fermant les yeux, et vous allez vous promener simplement, doucement, tranquillement, dans la nature. Je ne sais pas si c'est un bois, si c'est un pré, où vous voulez. Et à un moment donné, vous allez entendre une eau s'écouler, mais une eau cristalline. C'est très agréable le son. Et vous êtes curieuse, évidemment. C'est tellement beau comme son. Et vous arrivez à un endroit où il y a une petite fontaine, avec un gobelet sûrement en fer pour boire un petit peu d'eau de cette source. Et vous savez, cette eau, bon, on est dans un monde magique, cette eau est miraculeuse. Il suffit simplement, effectivement, de prendre un petit peu de cette eau, de boire, et cette eau nettoie le corps, tout le corps. Tout ce qui aurait pu être souillé, tout ce qui aurait pu être sali, etc., nettoie le corps. Effectivement, ensuite, le corps évacuera cette eau, comme il a l'habitude d'évacuer les déchets. Mais c'est quelque chose d'important. Prenez votre temps. Là aussi, je vais me taire pour que vous puissiez prendre le temps et apprécier cette eau dans votre corps. Alors, c'est premier moment. Le deuxième moment, je dis aussi souvent, toujours comme une fenêtre hypnotique, Madame, ce que vous êtes en train de me dire, ça me fait, moi je suis un mécréant grâce à Dieu. Si Dieu existe, c'est parce que je suis mécréant. Et si je suis mécréant, c'est parce que Dieu existe. Non, c'est entre vous que je dis ça pas ça aux femmes. Je suis un mécréant et je me pose toujours la question, et je vous pose la question, je ne sais pas si vous êtes croyante, mais comment font des croyants lorsqu'un lieu de culte est vandalisé, vraiment vandalisé? Hein, ça peut être une église, une mosquée, une synagogue, un temple. Que font, peu importe leur religion, que font les croyants? Et là, j'installe un petit silence. Euh, elle est captée par mes paroles. Donc le silence, c'est pour la capter encore plus, parce que je sais ce que je vais leur dire. Et oui, ils nettoient ce lieu de culte. Ils enlèvent les objets cassés, ils les remplacent, ils nettoient. Puis là aussi, là, souvent la personne a les yeux fermés, mais d'autres me regardent et je leur dis, mais est-ce que c'est suffisant? C'est pas suffisant. Bah, d'accord, ça va être propre, ça va être réparé, mais c'est pas suffisant quand on est croyant. Et je dis, ah oui, oui, oui. Il y aura une cérémonie de resacralisation. Est-ce que c'est des sourates? Est-ce que c'est des psaumes? Est-ce que c'est des chants? En fonction de chaque religion, il y aura cette cérémonie de resacralisation. Et là, je regarde la femme, je dis, ah oui, mais vous, comment on peut resacraliser le corps? Et là aussi, je regarde le plafond, je joue hum, en pensant que je ne sais pas, etc., parce que elles ne vont pas dire. Et je dis, bah oui, c'est peut-être de reproposer, mais de revivre pleinement
peut-être dans les heures qui viennent, ou peut-être dans quelques jours. Mais de toute façon, de revivre pleinement un plaisir avec votre corps. Oh, un plaisir. Qu'est-ce qu'un plaisir avec son corps? Ça peut être simplement se coiffer les cheveux. Ça peut être, et de trouver du plaisir, pas le faire machinalement. Ça peut être simplement le morceau de chocolat que vous prenez avec le café. Vous m'avez dit que c'est devenu une, c'est devenu un automatisme. Il n'y a même plus de plaisir, etc. Là, ça va revenir. Ce sera votre manière à vous de vous réapproprier votre corps au niveau du plaisir. Voilà, c'est comme cela que j'aime bien intervenir dans le cas d'un entretien clinique où, en fonction de ce que me dit la femme, je vais apporter bah, une stratégie, une façon de faire et généralement, je le sais, puisque je l'apprends aussi à mes élèves, mes collègues psychiatres, et depuis qu'on fait ça, notamment la resacralisation du corps, qu'est-ce que pour ces femmes, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de réinvestir leur corps, de se le réapproprier. Voilà, c'est ce que j'avais Ah, envie de dire. Mais là aussi, toujours en disant, bah oui, c'est ma part personnelle, ma part d'influence. Elles ne m'ont pas demandé de trouver cette métaphore, elles m'ont pas demandé, mais c'est dans ce lien, cette conversation qui s'installe en sachant que je dois les libérer de tout le mal qu'elles ont eu. Mm. avec votre assentiment, je pense qu'on va pouvoir rester sur ce carré de chocolat pour profiter de notre 4 heures dans quelques instants. Que tu évoquais, Yves. Merci beaucoup à tous les deux pour avoir participé à ce binôme et nous avoir proposé votre façon de travailler en tenant compte de ces dimensions-là. Avec Merci. plaisir. Mm. Merci. Merci. On se donne un quart d'heure de pause jusqu'à la table ronde qui permettra de reprendre les notions de la journée et aussi d'aller un peu plus loin avec de nouveaux intervenants. Je laisse le Zoom ouvert. Pascal, tu veux ajouter quelques mots avant la pause ou... Oui, ne nous en voulez pas parce que la table ronde va être faite de clichés tous rectangulaires. On ne peut pas recréer une table ronde. On va imaginer qu'elle est ronde. Hmm. D'accord? Hmm. Merci pour votre participation à tous et à tout à l'heure. À tout à l'heure.